Je me souviens encore du poids de ces mots. C'était la semaine dernière. Ma tante les avait prononcés avec désinvolture, comme si elle rectifiait simplement la date d'un jour férié, mais il m'avait transpercé la poitrine comme une lame. Le mariage de mon frère. Le mariage de mon frère. De chair et de sang. L'événement que je préparais, pour lequel j'avais vidé mon agenda et repassé ma chemise. Et il ne m'avait rien dit. Non, il m'avait dit quelque chose. Il avait dit que c'était demain. Ça voulait dire qu'il avait menti. Au début, j'ai cru à un malentendu, une erreur de calendrier, une faute de frappe. Peut-être qu'il parlait de la répétition. Je suis resté calme, la voix neutre, et j'ai redemandé. Elle m'a regardé avec cet air perplexe que l'on a quand on se rend compte qu'on n'est pas au courant. Non, ma chérie. Le mariage était la semaine dernière. Une belle fête. Tout le monde était là. Tout le monde, sauf moi. Je suis rentré chez moi et je me suis assis en silence dans le noir. Mon téléphone affichait des photos des réseaux sociaux. Le sourire de mon frère, son voile de mariée flottant au vent, leurs mains jointes sous des guirlandes lumineuses blanches accrochées aux chênes centenaires. Des visages que je reconnaissais, cousins, amis, même de vieux voisins, riant, applaudissant, buvant. Ma chaise restait vide. Et dans ce vide, quelque chose s'éveilla en moi. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir raté le mariage. C'était ce qu'il signifiait. Mon frère m'avait délibérément effacé. Et si doucement, si soigneusement, que je ne m'en suis rendu compte que trop tard. Ce n'était pas de la négligence. C'était de l'exclusion. Et dans ma famille, l'exclusion est synonyme de guerre. Je revoyais chaque conversation des derniers mois. Les appels téléphoniques précipités. Les « on se parle bientôt » sans conviction. Comment il était passé devant moi lors des dîners de famille comme si j'étais déjà un fantôme. J'avais mis ça sur le compte du stress. Organiser un mariage n'est pas facile. Mais non, c'était intentionnel. Quelqu'un l'avait probablement coaché. Sa future épouse, peut-être ses parents. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être son frère. Quand la trahison frappe, la plupart des gens se déchaînent. Ils hurlent, ils supplient, ils écrivent des messages énigmatiques en ligne. Je n'ai rien fait de tout cela. Je suis resté silencieux. Le silence est plus dur que la colère. Il fait ruminer, il fait transpirer. Et tandis qu'ils célébraient leur nouvelle vie, j'ai commencé à comploter leur fin. Mon frère m'avait toujours envié pour une chose, la maison au bord du lac. Ce n'était pas seulement un bien, c'était un héritage. Notre père me l'avait laissé, pas à lui. Un fait qui le blessait plus profondément qu'il ne l'admettrait jamais. Nous y avions passé des étés, à pêcher, à boire, à regarder les feux d'artifice depuis le quai. Il la voulait, mais il savait qu'il ne l'obtiendrait jamais. Je me demandais combien de temps il lui faudrait pour la demander. Cela a pris environ un mois. Le message est arrivé un soir, comme si de rien n'était. Dis donc, mon frère, Clara et moi voulions demander si nous pouvions utiliser la maison au bord du lac pendant une semaine. 2e lune de miel. Besoin de repos. Mes mains ne tremblaient pas tandis que je tapais un seul mot. Non. J'imaginais son visage se crisper à la lecture. D'abord la confusion, puis la prise de conscience que je n'étais plus dans le coup. Il pensait probablement que j'avais oublié le mariage depuis longtemps. Il me sous-estimait. C'est toujours le cas. Mais ce n'était que le début. Un simple nom était satisfaisant, mais insuffisant. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti, non pas simplement exclu, mais effacé. Alors j'ai commencé à le démanteler en silence. Son entreprise était un château de cartes fait de relations, de biens immobiliers, de poignées de main et de faveurs. Je connaissais les failles mieux que quiconque pour les avoir colmatées par le passé. Pas cette fois. Cette fois, je les ai agrandies. J'ai parlé à quelques investisseurs, seulement le doute sur ses liquidités. Rien de direct, juste des allusions. Mais le doute s'est développé comme de la moisissure. Bientôt, son entreprise s'est effondrée. Un client s'est désisté. Un prêteur a hésité. Son sourire s'est fissuré. Et j'avais à peine levé le petit doigt. En même temps, j'ai laissé la famille découvrir la vérité, non pas avec des mots sincères, mais par petites touches. Lors des dîners, je laissais échapper des phrases comme « Oh, j'ai dû choisir la mauvaise date pour le mariage ». Le ton était confus, pas amer. Cette confusion s'est répandue comme une traînée de poudre. Pourquoi n'étais-je pas là? Ne m'avait-il vraiment pas invité? Les gens adorent les énigmes et les ragots sont leurs jeux préférés. Je n'avais pas besoin des accusations. La famille s'en est chargée pour moi. À l'arrivée de l'été, sa réputation s'est effondrée. Il a essayé de me joindre, un appel par-ci, un message par-là. Je répondais à chaque fois brièvement, froidement,
sans chaleur. Il a appris ce que c'était que de frapper à une porte fermée. Finalement, Clara m'a écrit directement. Quoi qu'il se passe entre vous deux, s'il vous plaît, ne m'y mêlez pas. Mais elle était déjà à l'intérieur. Depuis le jour où elle m'a aidé à me rayer de la liste des invités, je l'ai ignorée. Silence, encore. Le silence est une larme. La rupture est arrivée à Thanksgiving. La famille était assise ensemble, l'odeur de dinde flottant lourdement dans la pièce, et la tension tout aussi forte. Mon frère essaya de porter un toast, son verre levé. Mais le regard de la famille n'était plus le même. Chuchotement, regard en coin, question muette. Lorsqu'il eut terminé, il n'y eut que de faibles applaudissements. Puis je pris la parole. J'aurais bien aimé porter un toast aussi, dis-je doucement. Mais j'aurais peut-être encore une fois été au mauvais moment. Le silence qui suivit me transperça comme un couteau. Mon frère se figea, son verre à moitié baissé. Le visage de Clara se vida de ses couleurs. Ma tante laissa tomber sa fourchette. Je n'eus pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Tout le monde comprit. Je me levai, repoussai ma chaise et quittai la table. La beauté de la vengeance ne réside pas dans le fracas. Elle réside dans l'érosion. Regarder quelqu'un s'effondrer morceau par morceau, impuissant à l'arrêter. À Noël, son entreprise s'était effondrée, écrasée par le doute et la méfiance. Son mariage aussi, déchiré par les rumeurs, les humiliations, le poison silencieux, le reflet de ce qu'il m'avait fait. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Mon absence suffisait à le vider. Et moi, je dormais paisiblement. Nuit après nuit au bord du lac, l'eau immobile, la maison à moi seul. Parfois, je l'imagine passant en voiture, fixant la maison qu'il ne possédera jamais, qu'il n'entrera jamais, qu'il ne revendiquera jamais. L'héritage qui lui a échappé, tout comme l'amour m'a échappé. Je ne ressens aucune culpabilité. La culpabilité est réservée à ceux qui doutent de la justesse de leur cause. Je sais ce qui m'a été enlevé, et je sais ce que j'ai donné en retour, une chaise vide pour un cœur vide, un frère perdu pour un invité perdu, l'équilibre retrouvé.